Bonjour Frédéric, Bonjour Pierre. merci d'avoir accepté notre invitation. Frédéric, tu es politologue, professeur en sciences politiques. Alors avec Regard et Politis, on a souhaité t'inviter dans la midinale pour avoir ton analyse de la situation politique, notamment à gauche. Comment est-ce que tu qualifierais justement cette situation? Elle est bloquée, elle est compliquée, comme dirait Facebook, en cours de construction, ou est-ce que tu vois poindre le retour des gauches irréconciliables? Moi, cette histoire de gauche irréconciliable, c'est une vieille histoire. Enfin, et je pense pas seulement à Manuel Valls et à ses déclarations, mais même historiquement, il y a eu des moments dans l'histoire des gauches, hein. Il faudrait mieux parler des gauches comme on parle des droites, où on pouvait sembler effectivement être confronté à une situation voilà, d'irréconciliabilité, on va dire. Euh, la grande période de rivalité entre le Parti communiste français et la SFIO, immédiatement après la rupture du Congrès de Tours, jusqu'à 34 et les Fronts populaires, et puis de nouveau, dans les années de guerre froide, il a fallu du temps pour construire une. Bon, voilà. Donc, je dirais que à l'aune de cette histoire-là, quand on regarde ce que je dis souvent, le programme de la France insoumise, et puis ce qui est actuellement, j'allais dire, les propositions principales que défend le Parti socialiste, mais les écologistes, les communistes, force est de constater que les différences existent. Mais qu'elles ne sont pas forcément plus dramatiques, même si elles sont significatives, à des moments de l'histoire où il y avait quand même un alignement. Alors ceci étant dit, il y a un deuxième élément qui consisterait aussi à relativiser, c'est que historiquement, en 2022, puis en 2024, en 2022 avec la NUPES et puis ensuite avec le nouveau Front populaire, on a vu quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire des gauches françaises. Jamais. C'est C'est-à-dire quoi? C'est une la union rapidité dès le avec laquelle premier ça s'est tour. fait? Ah, pardon? C'est la rapidité Je avec l'ai pas laquelle ça entendu. s'est fait? La rapidité avec laquelle ça s'est fait, c'est quoi le Non, pas caractère seulement, mais irréconciliable? le fait que tous les partis de gauche s'accordent pour partager les circonscriptions entre eux, sauf exception, mais qui n'était pas du fait de la direction des partis politiques, qu'il n'y ait qu'un seul candidat unique dès le premier tour, socialiste, communiste, insoumis, écologiste, ça s'est jamais vu. Alors bien sûr, il y avait de bonnes raisons à cela, mais enfin, c'était quand même quelque chose qui, effectivement, était inattendu. Alors bon, évidemment, nous sommes rentrés désormais dans une phase où tout ceci semble difficilement réitérable, mais on avait déjà dit ça en 2022. 2022, 2023, voilà. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est change passé? actuellement? C'est quoi pour toi l'élément qui a permis, qui a participé de la chute justement de cette union inédite, comme tu le dis? On voit bien que d'un côté, les insoumis sont accusés aujourd'hui Alors, d'isoler, quand de l'autre côté, l'aile droite du PS si chercherait justement à faire front contre la France insoumise. Qui porte la responsabilité de cette chute? Je pense que c'est une c'est un peu idiot de commencer à vouloir pointer des responsabilités. J'allais dire, il y a des responsabilités. Il y a plus de leadership à gauche depuis 2017. Voilà, le Parti socialiste jusqu'en 2017 était le pôle dominant. Soit on rejetait l'alliance avec le PS et puis on faisait comme les insoumis, bande à part d'une certaine façon, ou comme le Parti communiste, au deuxième tour, on était bien obligé d'appeler à voter pour le candidat socialiste à la présidentielle, et puis pour les législatives, on était bien obligé de se faire union de la gauche. Bon. Depuis, c'est compliqué parce que, il y a une lutte pour savoir qui aura le leadership. La France insoumise essaie de surfer sur évidemment ses succès à l'élection présidentielle. Le PS rêve de retrouver la grandeur qu'il a perdue. Il y a des élections intermédiaires qui ne fichent pas la situation. C'est-à-dire, c'est tout le problème. C'est-à-dire que si la France insoumise avait, après 2017, aux élections qui ont suivi, élections européennes, élections locales, réussi en quelque sorte à
traduire ces 20, 21, 22% en une domination incontestable, les choses eussent été très simples. Et idem après 2022. Donc on est sans cesse en train de rejouer le match, hein, si on peut dire. Et donc, évidemment, bah, dès qu'il y a, comme c'est le cas actuellement, des élections qui divisent, qui approchent, élections municipales, élections régionales, et puis ensuite élections présidentielles, bien sûr, bah, forcément, voilà, on ressort, j'allais dire, la hache de guerre, toutes choses étant égales par ailleurs. Et on est reparti sur des logiques de rivalité. Alors, bien sûr, tout événement qui se produit dans l'actualité nationale ou internationale est prétexte à marquer ces différences. Donc, bon, sur le conflit, sur la guerre, d'abord russo-ukrainienne, et puis ensuite, évidemment, le conflit à Gaza, mais aussi la question de la réforme des retraites, où c'est à celui qui va, évidemment, sembler le plus vindicatif, le plus exigeant et pousser plus loin, j'allais dire, son avantage. Et bah, voilà, c'est comme ça que fonctionne la vie politique. Et plus ça se radique, enfin, j'allais dire, plus les positions sont antagonistes, et plus les militants, les dirigeants marquent leurs différences au point où ça peut sembler aux commentateurs, aux analystes, comme totalement, on pourrait dire, irréconciliable. Mais il y a quand Ouais. même une situation qui change en quelque sorte, si je termine juste là-dessus, c'est que quand on avait la rivalité entre le PS et le PC, bon, il y avait le petit parti radical de gauche au milieu, qui c'est tant bien que mal, mais c'est pas la même chose que la position qu'ont les écologistes euh, du fait du rapport de force. Il y a quand même un troisième, pour dire, partenaire qui est certes moins puissant, mais qui n'est quand même pas non plus un tout petit partenaire et qui, du coup, évidemment, peut pousser les uns et les autres à essayer quand même de s'allier. On voit bien sur l'élection municipale, les écologistes ne savent pas très très bien s'ils vont aller, pourrait dire, éventuellement affronter des maires socialistes sortants ou des candidats socialistes en s'alliant à LFI ou pas. Et de cette stratégie peut quand même dépendre le fait que, bon, bah, la logique en quelque sorte, sinon unitaire, bon, au premier tour, mais au moins un deuxième tour fonctionne, quoi. Bon, voilà. Donc c'est une situation chroniquement instable Mais qui donne ce spectacle qui peut désespérer beaucoup, hein, de division irréconciliable. Mais pour revenir sur cette question de leadership, justement, tu le disais très bien, une partie du XXe siècle, la dernière partie du XXe siècle jusqu'aux années 2017, on voit bien que la social-démocratie dominait la gauche. C'est l'inverse aujourd'hui qui s'est produit depuis le 2017, où c'est la gauche radicale qui a donné le ton et qui donne le là à gauche. Aujourd'hui, depuis les dernières élections législatives anticipées, on sent qu'il y a eu un rééquilibrage et que le Parti socialiste a repris des couleurs aux législatives grâce justement aussi à l'accord qui a été scellé. Mais aux européennes, ils se revendiquent aussi d'avoir fait un très bon score. Ils insistent sur le fait qu'ils sont très implantés localement et que donc du coup le rééquilibrage s'est opéré et qu'on est presque dans des rapports de force équilibrés, qu'il n'y a plus de leadership. Est-ce que finalement la gauche s'en porte pas mieux quand il y a un leadership Bah, qui, disons que qui, qui est- Disons que ça dépend en fait, de l'élection qu'on veut emporter. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que pour l'élection présidentielle, on voit bien que du fait du poids de l'extrême droite, du fait du poids du centre et de la droite, qui conduit effectivement la gauche dans son ensemble, on pourrait dire, au bas mot, réussir à mobiliser 25% des électeurs, eh bien évidemment, dans le cas de l'élection présidentielle, c'est une faiblesse. Si on regarde dans le cas de l'élection, des élections à la proportionnelle, comme l'élection européenne, peut-être même d'élections régionales et municipales où il y a une alliance au deuxième tour, et même pour les législatives, ça peut être une force. C'est-à-dire que, j'allais dire, un plus un au premier tour peut faire plus que 2 au deuxième tour, hein. Bon. Donc, je pense qu'il y a, c'est la centralité, évidemment, de l'élection présidentielle. Alors,
qui s'impose aussi à des partis de gauche qui pourtant sont pas forcément présidentialistes, ou autant présidentialistes que d'autres, même si de fait ils se comportent de façon très très pyramidale, on va dire. Mais c'est évidemment la centralité accordée à l'élection présidentielle dans un contexte où la gauche ne peut pas espérer à court terme euh, obtenir, disons, un rassemblement d'électeurs très conséquent qui crée cette situation effectivement euh, d'inquiétude, d'énervement, de désespoir chez beaucoup, consistant à dire, écoutez, s'il y a pas, s'il y a deux candidats, sinon plus, voire plus, euh, on risque effectivement d'être éliminé du premier tour. Donc oui, ça On va revenir. c'est un problème, mais on peut Ouais. aussi imaginer un scénario où quand le candidat de gauche soit éliminé du premier tour de l'élection présidentielle, ou les deux candidats, ou les trois candidats, et puis où l'élection législative soit plus favorable. Après tout, ce qui s'est passé en 2022. 2024, au moment de la dissolution, montre que rassembler face à un président élu par défaut, une présidente élue par défaut, la gauche peut Mhm. quand même peser au sein d'élections parlementaires. On va revenir sur les prochaines échéances électorales, mais quand même un mot parce que depuis 10 jours maintenant, deux journalistes, Olivier Perroux du Monde et Charlotte Belaïch de Libération, ont publié un livre, La Meute, aux éditions Flammarion. On y parle du clan, on y parle du système Mélenchon, on y parle de violence, d'antisémitisme, d'autoritarisme. Est-ce que tu as appris quelque chose dans ce livre? Alors, disons, pour qui, comme moi, j'allais dire par vocation et par profession, suit l'étude des partis politiques plus particulièrement les partis de gauche, donc suit l'actualité, mais aussi lit des analyses scientifiques, des recherches, hein, qui sont, il y en a pas mal quand même conduites sur la France insoumise, notamment par Manuel Cervera-Marçal, qui a écrit un livre. J'allais dire qu'il reste un livre de référence qui a été publié il y a 4 ans chez La Découverte, ou les travaux de Rémi Lefebvre, hein, qui a beaucoup enquêté ces dernières années sur LFI et qui a publié un certain nombre d'articles et qui devrait prochainement publier un ouvrage sur le sujet, puis diverses de thèses en cours hein, sur LFI. J'allais dire les mécanismes de ce parti, je n'ai pas appris grand-chose. C'est-à-dire, quand je dis les mécanismes, c'est quoi? C'est que c'est un parti construit autour d'un leader, candidat à l'élection présidentielle, qui concentre sur lui une bonne partie, j'allais dire, du capital politique de cette force politique, puisque c'est sur la base du score assez exceptionnel réalisé en 2017 et réitéré en 2022 qu'il fonde sa légitimité. Bon, voilà. Qui a la main mise sur les investitures aux élections. Lui et son entourage propre. On l'a vu avec les purges, ou en tout cas la non-reconduction d'un certain nombre de peur de ne pas être dans la ligne, de ne pas plaire, de ne pas être d'accord avec la perspective d'une candidature naturelle aux élections présidentielles. Dans la captation aussi des ressources économiques, hein. Ouais. C'est un parti où il n'y a pas d'adhérents, c'est un parti où il n'y a pas d'élections internes. Donc voilà. Donc tout ça, finalement, le livre le confirme très bien et surtout, il donne à voir comment ça fonctionne. Bon, donc les mécanismes sont connus, les faits qui sont racontés pour un certain nombre d'entre eux étaient déjà très largement, j'allais dire là aussi connus. En revanche, évidemment, pourquoi intéressant, c'est que ça s'appuie sur des témoignages d'acteurs, y compris donc pas d'acteurs, pour dire adversaires de la France insoumise, tout un certain nombre de gens qui ont été écartés depuis 2017 à différentes périodes, sur différentes, j'allais dire, bases idéologiques, programmatiques, pour différentes raisons. Ça s'appuie aussi sur une collection quand même un amalgame de faits et qui concerne, j'allais dire, l'importance des affects dans ce parti. C'est-à-dire que ce parti très centralisé fonctionne comme une société de cours autour de Jean-Luc Mélenchon, hein. C'est lui qui distribue les bons et les mauvais points, c'est lui qui récompense
c'est lui qui sanctionne. Et donc, comme Louis XIV à Versailles, chacun guette, évidemment. Norbert Elias, qui a écrit un très beau livre là-dessus, parle compare la cour à la bourse, c'est-à-dire que la cote des personnes varie en fonction de l'humeur du prince. Bon, voilà, et donc bah, c'est à qui aura le plus de retweets de ces posts qui sera récompensé, à celui qui sera en disgrâce. Et du coup, ça prend des proportions très violentes. Voilà, on souffre, on souffre beaucoup à l'intérieur de la France insoumise à la mesure des petites récompenses qu'on peut avoir et qui nous gratifient. Bon, donc ça, c'est un mécanisme assez bien, j'allais dire, nourri par des faits, quoi. Bon, voilà. La question aussi, moi, qui m'a beaucoup intéressé, malgré tout, c'est aussi les affaires liées on parlait de l'affect, mais d'affect sexuel quand même, hein. Il y a pas que l'affaire Caténins, il y a quand même des comportements à l'intérieur de ce monde qui sont assez quand même problématiques pour un parti de gauche qui prétend être féministe, etc., et qui sont tolérés parce que personne, en fait, réellement il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de commission d'enquête, d'appel là-dessus. Donc c'est plutôt voilà. Donc c'est quand même, alors c'est quand même au bout du compte, parce que pour le public qui lit ça et qui lit pas d'ouvrages de sciences politiques ou qui lit pas au quotidien dans le détail les petites affaires ou les petites bisbilles internes, ça a quand même un effet évidemment assez violent, enfin brutal, parce qu'effectivement, ça met le doigt sur un fonctionnement qui, de mon point de vue, est assez archaïque, hein. Quand on imagine qu'un parti de gauche qui plus est fonctionne sur un mode monarchique, alors, on peut toujours dire, oui, mais voilà, c'est le modèle léniniste, hein, c'est la discipline, le chef. Sauf que là, c'est même pas. Parce que les partis léninistes fonctionnaient pas seulement au culte de la personnalité, ils fonctionnaient quand même sur la reconnaissance et l'attachement à un dogme, hein. Enfin, voilà, l'idéologie marxiste-léniniste, la conviction qu'il allait y avoir une révolution prolétarienne, l'existence de l'Union soviétique qu'il fallait défendre. Là, bon, on a quand même quelqu'un qui, j'allais dire, propose un chemin, un message, hein, qui n'a pas la même cohérence, on va dire, idéologique, et qui peut être amené à changer quand même de stratégie ou d'orientation d'une élection à l'autre. En 2017, c'était une stratégie plutôt populiste. Après, on part à l'union de la gauche. Donc, bon. Et au fond, quoi qu'il décide, il est infaillible. En tout cas, il est pas discuté. Et puis, il faut le suivre, quoi. Et puis, on le suit. Bon. Donc, c'est vrai que au bout du compte, alors, je sais que mon collègue Samuel Ayat a écrit un papier sur Mediapart expliquant que finalement, ils avaient peut-être raison parce que c'est très fonctionnel par rapport à l'élection présidentielle, ce système, que ça avait marché. Sauf que, à mon avis, évidemment, ça rend ce parti très tributaire d'un seul homme, quoi. Donc, on se dit, ben, qu'est-ce qui peut se passer après Mélenchon? Et puis, c'est faire bon compte quand même du désespoir que ça génère chez pas mal de gens qui ont accompagné à un moment l'histoire de ce parti. C'est-à-dire qu'il a offert des perspectives à un moment, de l'espoir, et puis au fond, ça purge, ça épure. Bon, et après coup, alors, on assassine, enfin, je sais pas, je pense à François Ruffin. Moi, j'ai pas enfin, je veux dire, je suis pas ni proche ni pas proche de François Ruffin, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui compte, qui apporte un message politique, un style politique, ne serait-ce aussi par les films qu'il a fait. Enfin, je veux dire, il a apporté. Et là, du jour au lendemain, il tombe complètement en disgrâce. Mais bon, on se dit, mais le jour où il faudra gouverner, si je fais un jour ce parti, avec qui il va pouvoir gouverner? Parce que si déjà être un peu perçu comme un rival potentiel ou quelqu'un qui n'est pas totalement dans la ligne vous vaut une disgrâce, mais comment on va pouvoir effectivement Est-ce que rassembler toute véritablement, la Frédéric, gauche, ou en tout cas une bonne partie de la gauche? est-ce que véritablement c'est si surprenant de la part d'un parti politique? Alors certes, celui d'un parti politique qui se revendique de l'émancipation, de la gauche, de la démocratie, de la Sixième République, mais est-ce que finalement ce qui se passe à la France insoumise, c'est pas comparable au côté un peu fan club qui s'est créé autour
Emmanuel Macron quand il crée son propre parti où il n'y a pas de démocratie, le chef est désigné. Est-ce que c'est pas la même chose qui se passe du côté aussi du Rassemblement national autour de Marine Le Pen qui pourrait ne pas être candidate, le candidat désigné est déjà désigné alors même qu'il n'y a pas eu d'élection et qui pourrait être Jordan Bardella. Est-ce que ce que l'on reproche à ce parti qui est la France Insoumise, alors effectivement, la démonstration qui est faite dans ce livre est édifiante, mais est-ce que, notamment sur la question de démocratie, si les partis politiques étaient démocratiques, on le saurait depuis longtemps, mais est-ce que c'est si singulier à LFI? Est-ce que, comme le disent les auteurs, par exemple, ce parti n'est pas un parti comme les autres? Alors, bah, évidemment, si on compare avec le Parti En Marche et Macron, oui, c'est très, très proche. La différence étant quand même que Macron a gagné très vite l'élection présidentielle et que grâce au contrôle du gouvernement, de l'État, du Parlement, des ressources que ça donne, il a pu, j'allais dire, très vite transformer son entreprise charismatique, hein, une entreprise bureaucratique, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, un charisme routinisé, parce que, bon, voilà, ça a tenu, voilà, ça a tenu pendant un an, il y a eu un effet comme ça, il est faut dire, quasi magique, quoi, où tout lui réussissait, et puis il gagne le gros lot, il gagne la majorité à l'absolu de l'Assemblée nationale, et puis après, évidemment, bah, qu'est-ce que vous voulez, les députés, ils sont élus, ils soutiennent, ils nomment pas mal de gens au poste clé du pouvoir, et donc, voilà, j'allais dire que le parti, à partir de ce moment-là, va décliner, va euh, il sur le moyen et le long terme, c'est plus compliqué quand même, parce que, on le voit bien d'ailleurs avec la France insoumise, il faut bien présenter des candidats à d'autres élections, on a besoin de militants de terrain pour faire des campagnes, pour éventuellement aussi proposer des nouveaux candidats aux élections. Donc bah ça demande quand même à être un minimum démocratique, parce que sinon ça marche un temps, et puis après les gens ils se désespèrent. Ce qui est en train de se passer au sein de la France insoumise, c'est quand même qu'on a un parti qui s'est construit autour de Jean-Luc Mélenchon et de l'élection présidentielle et qui de plus en plus, et là on le voit bien pour les élections municipales, décide collectivement d'ailleurs de s'engager sur le plan local. Et c'est là qu'évidemment ça coince. D'ailleurs on voit Hmm. qu'il y a plein de contestations. Là je lisais encore que la candidate à LFI, je crois que c'était à Montpellier, qui était désignée pour grosso modo être la tête de liste pour l'élection municipale, a été retoquée. Bon, voilà, il n'y a pas de procédure. Alors évidemment, c'est la démocratie presque directe, mais bon. Donc, alors, et deuxième chose, que dire des partis qui ne sont pas démocratiques, ou qu'il y a peu de partis démocratiques, on est absolument d'accord, mais il n'y a pas la démocratie ou la monarchie autoritaire, si vous voulez. Entre les deux, il y a quand même une gamme. Donc, il y a beaucoup de partis où il y a des courants, il y a aussi une autonomie des élus, des parlementaires, des élus des grandes villes. Peuvent coexister assez facilement quand même. Alors, on peut trouver que c'est une faiblesse, hein. Au sein du Parti socialiste, jusqu'en 2012, on trouvait des gens qui étaient extroscan sur une orientation, on va dire, très social-libérale, jusqu'à Gérard Filoche, qui est quasiment resté très fidèle à son trotskisme initial. C'est-à-dire, bon, et pourquoi ça tient ça? Parce que chacun il trouve sa place, c'est-à-dire qu'il y a une représentation, on cherche pas à éliminer des gens qui sont pas dans la ligne, voilà. Chez les écologistes, bah, entre Yannick Jadot d'un côté et puis Sandrine Rousseau de l'autre, et je vais très vite sur la gamme, j'allais dire le chromatique des différentes formes de verre qui peuvent exister, c'est très très vaste. Alors, on peut considérer que de dire, bah ouais, mais ça c'est une faiblesse parce qu'ils se dévisent. Enfin, quand même, ça permet du coup de proposer à des militants, à des adhérents, à des élus, un cadre qui est quand même moins stressant, moins angoissant, et puis ils n'ont pas l'impression de devoir vendre leur âme à tout prix à tel ou tel. Donc, voilà. Dans ce que tu dis, tu disais qu'effectivement, on sentait qu'il y avait quand même quelques remous au sein de la France insoumise. J'invite nos téléspectateurs, ceux qui suivent cette émission, à aller voir l'enquête qu'a menée Lucas Sarafian justement chez les militants
qui est en ligne sur le site de Politis et Regard, qui est assez passionnante. Oui. Et justement, Comme il n'y a pas de, comme il y a pas de, comme il y a pas de congrès, comme, oui, bien évidemment, sûr. ces différences, elles restent Mais- implicites, cachées, sous-jacentes, mais bien sûr qu'elles existent. C'est-à-dire ouais. il y a bien un côté soupape, là, et à l'intérieur, ça bouillonne, et de plus en plus, d'ailleurs. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu une contestation, ça s'est traduit par de l'exclusion. C'est-à-dire, il fallait rester. Bon, donc, évidemment, chacun a peur. C'est ce que montre le livre La Meute, très justement. Une fois que vous apparaissez comme ayant osé finalement vous démarquer de la ligne définie par Jean-Luc Mélenchon, là, ça devient très très compliqué parce que on vous réinvestit pas, Écoutez, c'est votre groupe trahir. local est dissous. Voilà, c'est ça. Alors, ils ont réagi quand même, hein. Vivement la meute 2, ont-ils dit, pour certains d'entre eux, des insoumis. Après des sondages flatteurs, Jean-Luc Mélenchon arrive à peu près à 15%, soit un point derrière Retailleau selon le dernier sondage, et donc à un point de la qualification du second tour. On pensait tous, beaucoup, hein, parmi les analystes, les commentateurs, qu'après le 7 octobre, après ces révélations sur l'autoritarisme, sur la violence, que ça ferait effondrer Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, il semble se maintenir, voire peut-être même conforter ce qu'est sa base électorale. Comment tu les analyses? Alors certes, il faut regarder ça avec beaucoup de prudence, mais Jean-Luc Mélenchon, à un an, 2 ans d'une élection présidentielle, habituellement, il est plutôt autour de 6, 7, 8%. Là, il est à 15%. Enfin, sur les sondages, 2 ans avant une élection pour laquelle on ne connaît pas les candidats, franchement, c'est quand même très limite. C'est-à-dire qu'il y a C'est pas un déjà... indicateur, selon toi? bon, si encore... c'est c'est un indicateur à un moment donné, voilà. Donc il y a un bénéfice évidemment parce que Jean-Luc Mélenchon, il a cet avantage d'être candidat depuis 2012 et donc d'être très largement connu et identifié par beaucoup de gens, ce qui n'est pas le cas de Raphaël Glucksmann qui est quand même à 10 hein, dans le même sondage. J'avais Ouais. pris la précaution de vérifier, ce qui est comme voilà 10-15, c'est pas voilà. Et puis que d'autres leaders potentiels. Donc bon. Et beaucoup avaient prédit, après le Oui, 7 c'est pas. octobre, qu'il y aurait un effondrement de Jean-Luc Mélenchon, et notamment après ces révélations, la meute. C'est-à-dire l'après 7 Bah, octobre, plus la meute, ça devrait lui faire effondrer Jean-Luc Mélenchon. 15% par rapport à 22%, ça reste quand même. Oui, si on- ça reste quand même pas beaucoup. C'est pas si exceptionnel que ça, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a fait plus de 20% à 2 élections présidentielles consécutives et qui là se retrouve potentiellement à 15. Donc, enfin, voilà, dans ce sondage. Et Par puis, si ailleurs, il y on a est quand tout même à fait d'autres. honnête, si on est tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'après l'élection de 2017, quand il fait les 20%, il est ressondé pour l'élection de 2022 et il retombe à 8%. C'est-à-dire qu'il est toujours testé Oui, très, très en deçà oui, des mais pics de on peut campagne, pas quoi. dire qu'il. Oui, alors donc ça veut dire que là, s'il est testé à 15, il est probablement à 30 dans 2 ans. Donc, Ça, on n'en en est pas fait, là. Mais... on peut pas. Enfin, là-dessus, il y a d'autres sondages, notamment sur l'image de Jean-Luc Mélenchon, sur est-ce que les gens souhaitent que Jean-Luc Mélenchon soit candidat à l'élection présidentielle, est-ce que ils souhaitent qu'il soit président. Et là, ces sondages-là, force est de constater que ils sont extrêmement mauvais, c'est-à-dire même très inquiétants. C'est-à-dire que Jean-Luc, comme président souhaitable, il y a beaucoup plus, il y a 2 fois plus de gens qui souhaitent ou qui sont prêts à s'accommoder de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella que de Jean-Luc Mélenchon. Mais même par rapport à d'autres candidats de gauche, il est très bas. La force de Jean-Luc Mélenchon, on pourrait dire, c'est d'avoir réussi probablement à consolider, à solidifier un noyau électoral qui, à mon avis, n'est pas à 15, mais qui serait plutôt celui de l'élection européenne, c'est-à-dire 8-10%, on va dire, notamment évidemment dans les banlieues des grandes villes, où se concentre une population de personnes issues de l'immigration, et en particulier de l'immigration maghrébine, de population musulmane. C'est indéniable. Il suffit de regarder la répartition des circonscriptions et le résultat aux circonscriptions en 2024 ou aux européennes, hein, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, les banlieues de Lille, de Toulouse, etc. Bon, plus effectivement un vrai écho chez des personnes diplômées de l'enseignement supérieur qui ont un niveau de salaire et un type de carrière professionnelle, j'allais dire, dégradé par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer, des conditions de
travail défavorable, absence de possibilité de promotion professionnelle, difficultés, voilà, donc qui les amène probablement effectivement à se reconnaître dans ce discours de gauche radicale que, d'une certaine façon, LFI n'est pas la seule force politique à porter, mais en fait qui est quand même identifiée comme celui. Bon, voilà. Donc et ça c'est un noyau électoral qui est incontestable, mais le problème, il est pas de faire 15%, le problème, il est de faire 51 ou 50,001% un deuxième tour d'élection présidentielle, si c'est ça qui est le sujet. Hmm. Et là, j'allais dire, quand vous partez d'un socle de 15% pour arriver là, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous prenez, quand on reprend les élections présidentielles précédentes, pour gagner au deuxième tour, il faut généralement être autour de 25%. Alors, on pourrait toujours me dire Chirac en 2002, enfin, c'était face à Jean-Marie Le Pen, c'est autre chose. Donc, voilà, c'est là que se situe le plafond de verre. Donc, quand bien même, on va dire, Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui reste un candidat tout à fait crédible, c'est pas très étonnant, pour 10 à 15%. Alors, 15%, c'est le problème, c'est que les sondages, les gens qui répondent aux sondages, il y a une sous-représentation d'un certain nombre de catégories sociales, Hmm. notamment des milieux populaires. Donc, bon. Mais voilà, bon, quand bien même serait-il à 15% aujourd'hui, admettons que c'est possible, le problème il reste entier, c'est-à-dire qu'on n'a rien réglé, c'est-à-dire que si la gauche veut espérer l'emporter, à mon avis, il faut qu'il y ait une vraie dynamique au premier tour, qui Est-ce que, crédibilise est-ce la que, candidature. Et est-ce là, que, est-ce que la solution pour régler le problème, c'est celle que propose François Ruffin, c'est-à-dire une primaire qui irait de Poutou à François Hollande, sachant que déjà les Insoumis n'ont pas l'intention d'y participer, c'est-à-dire qu'on irait vers deux candidatures, une candidature de gauche radicale, une autre candidature qui irait donc de Poutou à François Hollande. disons que moi, à partir du moment, pour reprendre ce qu'on disait tout début de l'échange, où il y a pas d'hégémonie d'un parti ou sur la gauche. Bah, c'est quand même ça le problème, si vous voulez. Parce que même si Mélenchon fait un bon score avec son présidentiel, on sait aussi qu'il y a une partie de ses électeurs qui votent pour lui sur une logique de vote utile, mais qui, sur le plan, on va dire, de l'adhésion au programme ou d'un positionnement idéologique, sont pas forcément sur sa ligne. Donc, bon. Donc, quand on est face à une situation de morcellement politique comme celui-là, si on veut éviter que une partie de l'électorat boude les urnes, soit déçu, il faut que le choix du candidat commun ou de la candidate commun, et en même temps du programme, puisque on peut imaginer quand même que ces candidates qui se présentent défendront une ligne ou un programme, soit choisi par l'ensemble des électeurs dont on vise en quelque sorte le vote en priorité. Donc, euh, Hmm. si on avait deux partis dominants, on pourrait imaginer d'autres formules en quelque sorte pour départager, mais là, on voit bien que si admettons que les socialistes choisissent un candidat plutôt à la droite du Parti socialiste et que les insoumis s'obstinent à vouloir présenter Mélenchon, qu'est-ce qui empêchera le Parti communiste, qu'est-ce qui empêchera les écologistes de considérer que il faut aussi qu'il soit entendu, représenté, voilà. Donc, je pense que la situation, enfin, c'est pas que moi je suis pas un adepte intrinsèque des primaires, quoi, etc. Mais typiquement, on est dans une situation où, pour éviter l'éparpillement de candidatures et la mobilisation la plus forte possible, parce que, bon, après tout, la gauche a besoin aussi d'aborder l'élection, pour dire, en faisant naître l'espoir. Parce que Ouais. c'est pas à coup de sondage qu'on va convaincre les gens que, Hmm. ah ouais, regardez, Mélenchon est 15%, on va gagner, quoi. Bon, ou, ah, regardez, Glucksmann, il est à 10, ça prouve qu'il va rattraper. Ouais, ouais, ils vont arriver tous les deux à 13, et puis la messe sera dite, et puis il y aura peut-être encore un ou deux autres candidats qui. Bon. Donc, c'est clair que, il me semble, y compris
compris d'ailleurs pour départager des éléments de programme. C'est-à-dire Hmm. qu'aujourd'hui, on se bat pour dire, voilà, bah, je sais pas moi, voilà, enfin, par rapport à la guerre en Ukraine, c'est quoi, qu'est-ce que sont prêts à accepter les électeurs de gauche aujourd'hui, dans leur majorité, bien sûr, pas Hmm. toutes, il y a des différences. Bon, sur la question de l'immigration, sur la question des retraites, sur la question de Claire. l'écologie, bon, Hmm. voilà, il y a plein le nucléaire, donc il y a plein de points, il faut quand même trancher. Donc, si on tranche en espérant peut-être hypothétiquement qu'il y en a un qui va, ou l'une qui va l'emporter sur l'autre, avec son propre programme, et puis qu'au bout du compte, tout le monde va soutenir une fois qu'il y aura eu des élections législatives dans la même majorité, la même orientation, c'est se tromper. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve que cette idée de primaire est particulièrement adaptée. Après, j'allais dire, il participe qui veut et celui qui n'y pas ou celle qui n'y participerait pas, celui en l'occurrence, si c'est Jean-Luc Mélenchon, il prend un risque quand même, c'est d'apparaître comme refusant justement de jouer le jeu démocratique. Ouais. Une dernière question, Frédéric, très rapidement. On entend quand même une grande partie, de plus en plus importante d'ailleurs, de socialistes dire plus jamais avec la France insoumise, que ce soit aux élections municipales ou que ce soit à l'élection présidentielle. On voit bien que dans certaines villes, y compris à Paris d'ailleurs, les insoumis pourraient se maintenir dans des situations où il pourrait y avoir des triangulaires et donc ça pourrait poser question quand même sur le maintien de la gauche, notamment dans des collectivités où la gauche dirige, mais y compris demain si le rapport de force est en faveur des socialistes dans un report de voix d'une présidentielle, les voix des insoumis contrées. Est-ce qu'ils ont raison quand même de maintenir ce cordon sanitaire, parce qu'ils l'appellent même comme ça pour certains d'entre eux, de plus jamais avec LFI? Oui, alors, si vous voulez, là, on tombe vraiment dans une situation totalement absurde, parce qu'on voit bien quand même que cette position intransigeante, exprimée notamment par Nicolas Meyer-Rossignol, de pas de désistement, pas d'accord, y compris au deuxième tour, bah, ça veut dire, dans un certain nombre de cas, laisser la droite et l'extrême droite arriver au pouvoir ou risquer tout simplement d'avoir là aussi un éclatement de candidature avec des triangulaires, enfin, voilà, c'est complètement idiot. Enfin, ça me semble complètement idiot parce que on peut par exemple considérer que LFI, sur le plan international ou national, défend des positions qui sont incompatibles, admettons, hein, sur un certain nombre de, je sais pas, mais en même temps, quelle incidence ça peut avoir sur le gouvernement de la ville de Paris ou de Lyon, etc. C'est quoi la ligne d'opposition de fracture qui ferait que, ah non, c'est pas possible, voilà. Et puis, il faut quand même jamais oublier que c'est pas des individus, des candidats, c'est aussi des électeurs. Donc, à partir du moment où dans une ville, vous avez une partie de l'électorat de gauche qui est bah, je sais pas moi, aux deux tiers socialistes et écologiques, et dans l'autre cas, deux tiers LFI, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On s'allie avec la droite, avec le centre? À ce moment-là, il faut le dire. C'est la troisième force. Donc, alors c'est là qui est c'est là qui est, quand même, selon moi, une situation assez paradoxale, c'est que les quelques socialistes qui prétendent ça, alors soit ils se présentent comme dire héroïque, c'est-à-dire, bah oui, cette position intransigeantiste là, qui veut que même au deuxième tour on fasse pas alliance, c'est une position qui est justifiée. Alors par certains, j'entendais Nicolas Meyer-Rossignol en disant bah on est prêt à perdre, tant pis. Bah, enfin bon, perdre au profit de qui? De la droite et du Rassemblement national ou des macronistes, c'est quand même assez étrange. Et puis, en fait, fondamentalement, cette position de refus d'alliance au deuxième tour, ça veut dire aussi que, il faudra bien s'appuyer sur d'autres alliés. Donc, si la ligne défendue, c'est pas d'alliance avec LFI à aucun prix, compte tenu j'allais dire, de la force du Parti socialiste aujourd'hui dans les villes, y compris à Paris, bah, il faudra bien d'abord convaincre du coup que les écologistes et les communistes acceptent aussi de laisser LFI de côté, ce qui n'est pas du tout gagné d'avance, hein, c'est ce qu'on voit. Et puis à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir complètement changer d'alliance. Et alors à ce moment-là, il faut l'assumer, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez étrange qu'au premier tour, il y ait une liste ou des
des listes de gauche qui s'affrontent me semble tout à fait normal. Il y a pas forcément la même vision de la municipalité. Il peut y avoir une priorité donnée à certaines politiques, à certains quartiers, voilà. Mais qu'au deuxième tour, on ne soit pas capable de se réunir autour d'une table et puis de négocier un programme, là, c'est à désespérer. À partir du moment où il y a des électeurs qui se définissent comme étant de gauche et qui choisissent plutôt de voter pour des listes ou des candidats LFI aux élections municipales plutôt qu'écologistes, plutôt que socialistes, plutôt que communistes, on va quand même pas les exclure. C'est-à-dire, il y a bien effectivement aussi une sensibilité, souvent une sensibilité pour un meilleur équilibre des dépenses et des investissements entre les quartiers du centre et de la périphérie. Souvent, j'allais dire une dimension parfois peut-être plus sociale que des élus, d'autres élus de gauche ont pu oublier. Bon, bah, c'est normal de les prendre en considération. Que je sache, il ne s'agit pas ici de privatiser des services publics, de réduire massivement les dépenses sociales ou des dépenses culturelles ou sportives. Donc, Mm. si on n'arrive pas à s'accorder à ce niveau-là, bah, à ce moment-là, évidemment, on n'arrivera jamais à s'accorder à aucun moment et il faut arrêter, quoi. Et c'est vrai que cette espèce de dramatisation qui vise à faire une symétrie entre LFI et le Rassemblement national est particulièrement choquante, parce que quoi qu'on en ait, moi je ne suis pas proche de LFI du tout, mais LFI, c'est pas extrême gauche, hein, sur le plan Mm. programmatique, sur le plan des références idéologiques, c'est pas la même chose que l'extrême droite. Il n'y a pas de remise en cause du principe de la République, du principe d'égalité, de la liberté. C'est pas, on pouvait, dans les années 50, estimer que le Parti communiste français n'était pas un parti démocratique au sens où républicain, parce que il voulait instituer la dictature du prolétariat. Bon, ça se discutait, Mm. parce qu'il était un parti de l'étranger, parce qu'il soutenait, bon, je suis désolé, mais on peut ne pas être d'accord évidemment avec les positions de LFI en matière de politique internationale, mais c'est quand même pas la même chose. C'est pas, on n'a pas là un parti qui serait un ennemi, voilà, allié à des islamistes ou allié à des, bon, voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il faut quand même que les mots aient un sens. Je dis bien que ça n'empêche pas qu'il y ait des désaccords politiques, mais enfin, en tout cas, faire cette espèce de symétrie, considérant qu'ils sont aussi dangereux que le Rassemblement national, en plus, alors qu'ils représentent 10% ou 12% de l'électorat et pas 35%, Ouais. que partout dans le monde aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, les partis d'extrême droite prennent le pouvoir plus ou moins alliés avec la droite traditionnelle en fermant des universités, en pourchassant la liberté de penser. Euh, bon, je veux dire, Mm. c'en est presque comique, hein. On n'est pas dans la... Là aussi, si on veut faire la comparaison avec le Parti communiste des années 50, on n'est pas en pleine guerre froide, je suis désolé. Il y a pas un empire communiste où, voilà, il y a la Chine, mais enfin, la Chine est tellement plus communiste que... Et puis, bon. Donc voilà, c'est quand même très inquiétant pour justement l'état, j'allais dire, de notre démocratie et de notre débat politique, qu'on cède à ces C'est facilités. facile. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Bah, merci. Et puis, bah, écoutez, à un prochain échange. J'espère que la... On va pas manquer d'échéance pour pouvoir en rediscuter de tout ça. Merci encore. Allez, au revoir. Bon.